Voilà, bonjour ou rebonjour. Dans cette heure esprit, c'est Cause Toujours, c'est la matinale. On est ensemble le samedi et le dimanche de 8 h à 11 h. On se réjouit de passer cette matinale avec vous, que ce soit pour quelques minutes ou pour 3 heures. On pense aussi à tous ceux qui, comme nous à Bruxelles, sont sans voiture aujourd'hui, dans quelques communes flamandes également. Et ce matin, dans ma première heure, cette heure qui s'appelle Esprit et qui change de thème chaque semaine, une fois philosophie, une fois religion, une fois éducation et parfois histoire. Ce matin, j'ai la chance d'accueillir Sylvie Losberg. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Alors nous, on va se retrouver effectivement assez régulièrement au cours de cette saison pour parler histoire, d'histoire parfois avec un S, d'histoire avec un grand H évidemment. Et puis Actu oblige, ce matin, tu vas nous parler de l'histoire de la journée sans voiture, dont on pensait que ça remontait à quelques années, au moment où on nous l'a instauré chez nous, mais en fait pas du tout. Heureusement que les historiens et les historiennes sont là pour nous éclairer. Oui, on situe généralement l'origine de la journée sans voiture au choc pétrolier de 73, mais en fait il y en a eu avant, en 56, pour les mêmes raisons. Au moment de la nationalisation du canal de Suez, il y a une hausse du prix du pétrole et donc en Europe, on instaure pour un mois ou deux une journée sans voiture. Après, il faudra attendre 1973 et ce qu'on a appelé le choc pétrolier pour que ce que l'on appelle aujourd'hui journée sans voiture et qui fait partie de la semaine de la mobilité devienne vraiment un élément important dans le calendrier, en tout cas de l'histoire de Belgique et de ses voisins. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement du contexte en Belgique à ce moment-là ? On sort de ce qu'on appelle les 30 glorieux, c'est-à-dire les années d'après-guerre. Et donc, on consomme, on s'amuse, on électrifie... à tout va. Oui, dans la cuisine, on achète des voitures, la voiture se démocratise. Et puis, il se passe quelque chose assez loin de chez nous, c'est la guerre de Kippour. Voilà. C'est Israël qui est attaqué par la Syrie d'un côté, l'Égypte de l'autre. Et donc, ça fait vraiment... ça crée un émoi dans l'Occident, de ce petit pays tout seul au milieu de ce monde arabe. Et directement, il va y avoir une réaction de l'OPEP, c'est-à-dire l'Organisation des pays producteurs de pétrole, Exactement. Qui se sont mis ensemble. Un acronyme dont on parle moins maintenant. Oui, mais effectivement. Qui, pour les gens de notre âge, jeunes depuis plus longtemps, est un acronyme qu'on a entendu extrêmement régulièrement. Voilà, et donc ils se mettent ensemble et ils décident de augmenter le prix du pétrole. Pourquoi ? Parce qu'on a vu une consommation qui explose d'année en année. Les États-Unis sont à leur maximum de production et donc ils sont dépendants du Moyen-Orient, tout comme l'Europe. Et c'est évidemment l'occasion qui fait le larron. Donc les pays producteurs de pétrole se disent on va augmenter le prix du pétrole puisqu'on a la main sur le marché. Exactement. Mais ils ne peuvent pas le faire tout de go. Donc ils vont trouver un prétexte et ce prétexte, ils vont même le créer puisque c'est une coalition arabe qui attaque Israël le 3 octobre 1973, et les pays qui soutiennent Israël vont être soumis à un embargo et donc devoir se passer de pétrole. Et donc, on en est où à ce moment-là chez nous ? Parce qu'on comprend bien qu'on va être obligé de moins rouler, ou c'est ce qu'on essaye de nous faire comprendre plus précisément. Mais ce n'est pas de moins rouler, c'est... au fond, on croit que c'est temporaire. Et donc, on va trouver des solutions pour limiter la consommation d'énergie. Ça peut être limiter la vitesse sur autoroute. En Belgique, ça passe de 100 km/h à 80 sur des petites routes. En France aussi, on limite l'éclairage des autoroutes. Oui. Chez nous aussi. Des choses plus originales. En France, par exemple, on va supprimer la télévision le week-end. C'est intéressant. Oui. Heureusement qu'on a la télévision le week-end chez nous. Sinon, nous ne serions pas là. Et par contre, en Belgique, les écoliers de l'école s'en rappellent. Il n'y a plus école le samedi. Comme ça limite les déplacements, les chauffages des locaux. Dans les administrations, on ne chauffe qu'à 20 degrés, par exemple. Et donc, toutes ces séries de mesures doivent contribuer à une diminution de la dépense énergétique. Et parmi celles-ci, il y a la fameuse journée sans voiture qui aura lieu en Belgique du 17 au 18 novembre 1973. Mais attention, c'est sur tout le territoire de la Belgique et c'est de 3h du matin la nuit de samedi à dimanche jusqu'à 3h du matin la nuit de dimanche à lundi. C'est tout de suite plus sérieux que maintenant.
En tout cas, c'est perçu vraiment, non pas comme un moment où on fait un peu du vélo et on s'amuse dans les rues, c'est vraiment perçu comme une punition, comme une sanction, comme une privation. Et on voit d'ailleurs les titres des journaux, c'est il y aura des amendes, interdiction de circuler. Et donc dans ce climat très morose déjà, où on est face à une crise qu'on n'avait pas vraiment anticipée, la mesure est assez mal perçue, en tout cas en Belgique. C'est le premier choc pétrolier, très clairement. Absolument. Et ce premier choc pétrolier, il va durer, mais c'est pas pour ça que la journée sans voiture va s'installer. Il faudra encore plusieurs épisodes, mais on en parlera tout à l'heure. Exactement. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que les Belges qui ont vécu cette journée imposée se sentent et envisagent le futur? Parce que finalement, il va y avoir cet arrêt que tu viens de décrire. Mais aussi, il faut se rendre compte que la vie sociale et économique est bouleversée. Le chômage augmente, les familles sont en panique, les gens font des stocks dans les magasins, les supermarchés sont dévalisés, il y a une inflation, des déficits commerciaux. Donc tout à coup, ce qu'on avait vécu comme un progrès, entre guillemets, exponentiel, une consommation exponentielle, c'est un coup d'arrêt. Et donc les solutions qu'on trouve, ce sont celles-là, mais ce sont des solutions qui ne plaisent pas à la population. Et la population, d'ailleurs, ne trouve pas que c'est particulièrement probant dans la mesure où ça a d'autres effets en cascade. Par exemple, les commerçants se plaignent de ne pas avoir vendu pendant cette journée sans voiture et ce week-end. Et puis on est dans l'époque où tout le monde veut une voiture. Oui, alors tout le monde... On n'est pas dans la discussion mobilité qu'on a actuellement. Ah, certainement pas. Et ça va continuer. D'ailleurs, on va voir que cette journée sans voiture de 73 et les mesures vont durer quelques semaines. Et puis, ça va s'arrêter et la vie va reprendre, soi-disant, son cours comme auparavant. Mais il y aura des petits changements. Par exemple, la coccinelle qui consommait beaucoup va être remplacée par la Golf qui consomme 2 fois moins. Mais on va continuer dans ce tout à la voiture qui est aujourd'hui vraiment remis en question. Et puis, on se rend compte aussi qu'on peut trouver du pétrole ailleurs que dans ces fameux pays de l'OPEP. On crée évidemment de nouveaux modes de production. D'abord le nucléaire, et puis on travaille sur les énergies plus renouvelables, mais ça mettra beaucoup de temps. Il faut quand même se rendre compte que 73, c'est loin, je veux dire, oui. C'est un demi-siècle. Donc, en un demi-siècle, finalement, aujourd'hui, on voit que les effets de ce premier choc pétrolier, ils ont vraiment eu le temps de se déployer pour qu'on arrive à une prise de conscience collective, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Ça, c'est clair, mais ça, on le voit, c'est certainement extrêmement récent sur cette période. Je dirais qu'il y a même 10 ans, on n'était pas du tout dans cette logique-là, même s'il y avait déjà énormément de sonnettes d'alarme qui étaient tirées. Alors, si on reste en 73, tu l'as dit, le prix du pétrole a explosé. Si on reprend un chiffre que tu m'avais indiqué, parce que j'ai effectivement mon petit copion pour ne rien oublier, d'octobre à décembre, donc en 3 mois, le prix du baril du brut est multiplié par 5. Oui. C'est hallucinant. Aujourd'hui, ça veut dire que le prix à la pompe exploserait d'un seul coup. On se plaint parfois quand on a 10 cents d'augmentation, et c'est légitime par moment. Mais là, c'est vraiment c'est bien ce qui se passe. Et donc, on se trouve devant une question qui a traversé quand même nos sociétés occidentales pendant de nombreuses années. C'est les personnes qui trouvent que la voiture, c'est de la liberté. Et on a vu refleurir ce slogan après la crise pétrolière. Ma voiture, c'est ma liberté. Et donc, on ne peut pas me priver de ma liberté. Il y a ceux qui trouvent que c'est le tout à la voiture, que ça pollue, que ça provoque des désagréments en cascade et qui trouvent qu'il faut changer de logiciel. Et puis, il y a ceux qui sont au milieu. Ce sont ceux qui ont absolument besoin de leur voiture pour travailler ou pour se déplacer. Voilà. Et eux, ils n'ont pas de carburant. Donc, soit les gens vont à vélo, et donc on voit par exemple des cyclistes avec de l'essence, s'il vous plaît, sur le dos avec une petite pancarte. Ou alors, il y a des gens qui font la débrouille, qui créent des générateurs avec du bois dans un générateur. Ils vont brûler le bois pour faire du carburant pour leur voiture. Et on va comme ça être dans un système de débrouille pendant plusieurs semaines. Mais je l'ai dit, la crise pétrolière, elle va durer, mais les sociétés et l'économie des sociétés va s'adapter à cette situation et ne pas remettre en question le modèle du tout à la voiture qui prévalait auparavant. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, une des solutions, ça a été cette première journée sans voiture. C'était un dimanche aussi, comme actuellement.
C'était un week-end, hein. Je l'ai dit, c'est de la nuit de samedi à dimanche. Après, on verra des développements de la journée sans voiture dans les années, fin des années 90, où là, on imposera le 22 septembre, qui est au fond la date qui est aujourd'hui celle de la semaine de la mobilité. Oui. Mais je voudrais revenir sur novembre 73, parce Oui. que ce qui est amusant, quelque part, c'est que pendant 24 heures, on ne peut pas rouler. Tout le monde râle, puis le lundi, tout le monde recommence à prendre sa voiture. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est en novembre. Et donc, il y a une tempête de neige sur la Belgique. Il y a 40 cm de neige en Brabant wallon. Donc, le pays est à nouveau immobilisé. Et ça, c'est dû au phénomène naturel. Et donc ça, c'est quelque part la deuxième journée sans voiture, voilà, c'est ça, oui. qui enquille sur la première, Absolument. où les gens se disent, finalement, il y a une espèce de, comment dire, de loi des séries. On nous interdit d'aller travailler, on ne peut pas y aller, etc. Et en fait, tu l'as dit aussi, il y a eu énormément de contrôles. Oui, il y a eu vraiment beaucoup de contrôles et c'était placé sous le signe du contrôle. J'avais trouvé des petits chiffres à ce sujet. Donc à 17h le samedi, on fait un contrôle après, à 17h le dimanche, pardon, après 14 heures d'interdiction. Donc sur 4267 contrôles, 84 véhicules ont été immobilisés sur place. Ça devait être formidable pour les gens qui étaient dedans. Oui, parce que... Surtout si on était en novembre avec la pré-tempête de neige, il devait faire bon. Et plus de 100 PV ont été dressés. Et donc, en fait, c'est clairement la façon dont les gens reçoivent ça. C'est oui, on nous surveille, on nous met des amendes, il faut payer, on est immobilisé. Mais par ailleurs, il y a quand même un autre chiffre qui est celui de la baisse des accidents. Hein, pour 500 accidents par jour sur le territoire, on n'en dénombre plus que 14. Et ça, évidemment, c'est une très donnée intéressant. qui est importante aujourd'hui aussi. C'est pour la sécurité de tous, évidemment. Et alors, juste avant de lancer la pub, une petite info people. Ah ben oui, parce que alors dans les journaux, on parle beaucoup des amendes. Et puis alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple Eddy Merckx qui vient à un match de foot et qui descend du train à la gare, parce que les trains fonctionnent, évidemment. Et il prend son vélo pour aller jusqu'au stade de foot ici à Bruxelles. Et il est cliché par les journalistes. Et ça, c'est la petite info people du jour. Enfin, en même temps, Eddy Merckx à vélo, oui, jusque-là. C'est pas un scoop non plus. C'est une espèce de demi-info. Messieurs, dames, on vous continue à vous raconter l'histoire de cette journée sans voiture, juste après une page de pub. Voilà, on est de retour avec vous en plateau. Bonjour à ceux qui nous rejoignaient. On sait que c'est le matin. Et puis en plus, dans Bruxelles, dans 35 communes flamandes, à Saint-Guilain, à Morlanlouis, c'est un peu plus calme. Il y a moins de bruit de voiture ce matin parce que même si la journée sans voiture commence un petit peu plus tard, on risque d'être au calme. Et ce matin, on vous parle de l'histoire de cette journée sans voiture avec Sylvie Losberg. Sylvie, bonjour. Rebonjour Brigitte. Rebonjour. Alors, on continue notre histoire qu'on a commencée il y a quelques bonnes dizaines d'années maintenant. On avait fait une espèce de pause et de focus sur 73 et la première crise du pétrole, grosse crise du pétrole. Et là, on va parler un petit peu de ce qui se passe en Suisse. Oui, parce qu'on l'a vu en Belgique, c'est assez mal perçu. C'est perçu comme vraiment une mesure de rétorsion. Une obligation, voilà, et c'est pas drôle, etc. Voilà. Alors qu'en Suisse, au contraire, tout de suite, il y a comme un engouement pour cette journée sans voiture. Et il y a même la mémoire de cette journée sans voiture qui est beaucoup plus développée quand on cherche des archives sur ce moment-là, sur novembre 73. La Suisse, ils ont fait des reportages entiers. D'ailleurs, on va passer un petit extrait. Oui. Et puis aussi vraiment une analyse avec ce que ça a amené par la suite. Tandis que chez nous, c'est un peu parcellaire. Oui, évidemment, on refait l'histoire de la journée sans voiture à des dates anniversaires. Mais ça ne fait pas vraiment partie de l'histoire que l'on transmet parce qu'on a envie de transmettre quelque chose de ce que ça voulait dire à l'époque. Donc, les Suisses acceptent beaucoup mieux cette journée sans voiture que les Belges. Et du coup, ça se manifeste par une chouette ambiance. Oui, et quelque chose de très bon enfant, mais aussi c'est vrai que la Suisse est un pays qui est particulièrement gâté au niveau de la nature, hein, donc ils sont quand même beaucoup plus en phase avec la préservation des équilibres, mais aussi ils ont des grandes villes, hein, mais c'est pas un problème pour eux. Les autoroutes vides, les gens qui roulent avec toutes sortes d'engins, ça devient finalement un événement festif, comme on va pouvoir le voir. Est-ce que c'est parce que le Suisse a une espèce de mentalité qui écoute et qui, du coup, ne discute pas l'injonction ?
J'en sais rien. Ce qu'on voit en tout cas, et on va le voir tout de suite, c'est que les policiers sont assez bienveillants. Il y a des amendes pour les gens qui sont vraiment, je dirais, anti-journée sans voiture, mais ceux qui se sont trompés, etc., c'est pas si grave finalement. Et je trouve que c'est difficile de dire si les Suisses sont ci ou sont là, parce que c'est un peu un stéréotype, mais en tout cas sur cet événement-là, qui est quand même... on ne se rend pas compte aujourd'hui du séisme que ça a provoqué en Europe. Tout le monde était pas seulement fâché par rapport à la question de la journée sans voiture, mais dans une peur panique de comment on va gérer cette crise pétrolière. Comment on va faire pour se chauffer, tout simplement. Et donc, manifestement, en Suisse, cette peur panique-là, elle ne se manifeste pas en novembre 1973, comme on va le voir dans une petite vidéo qui est extraite de l'émission Un jour, une heure. Et c'est le journaliste Jacques-André Widmer qui diffuse le 23 novembre 73 sur la radio-télévision suisse, un reportage pour montrer comment finalement les Suisses ont vécu cette première journée sans voiture. Voilà. Alors, au-delà de ça, on va parler un peu de nos voisins français aussi. Alors là, en France, c'est très différent. On ne peut pas passer la petite vidéo. Je crois qu'on l'a vu pendant qu'on parlait en fait. D'accord, très bien. Et mais en France, c'est très différent parce que vous savez que la France est encore un pays très centralisé. Aujourd'hui, il y a eu une forme de décentralisation depuis les années 80. Mais le Premier ministre français, qui est Pierre Messmer, prend la parole à la télévision pour édicter une série de mesures qu'il annonce à la population. Et c'est des mesures qui sont... Pas drôle. Bien sûr, limiter la vitesse, c'est une chose, mais enfin, comme je l'ai dit, supprimer les émissions de télévision le soir, le week-end, c'est un peu curieux comme manière d'économiser de l'énergie. Et puis, en France, je dirais qu'il y a quand même... un développement qui va se faire dans la foulée. En 73, c'est mal perçu. Et puis, en fait, dans les années 96, 97, 98, la France va être à la pointe, avec l'Islande, du renouveau de cette journée sans voiture. Et alors, si on reste toujours en 73, il y a eu des mesures, tu m'en avais touché un mot, diminuer le chauffage, etc., y compris le chauffage des particuliers. Et puis, ce qui est une injonction, devient, je ne vais peut-être pas dire une évidence, mais un mode de fonctionnement qui est quand même relativement accepté ou acceptable. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, il y a des effets politiques à cette crise. Par exemple, nous avons pour la première fois aux élections de 1974 un candidat écologiste qui n'est pas n'importe qui est René Dumont, qui est quand même un agronome de renom international qui a fondé quelque part l'écologie politique. Il ne gagne pas les élections, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va le faire. Mais alors, ce Valéry Giscard d'Estaing, lui, il a une autre idée. Il se dit, pour économiser l'énergie, c'est pas seulement la mobilité, le carburant, le chauffage, c'est aussi l'électricité. Et donc, bien sûr, on diminue les éclairages autoroutiers, mais lui, son idée fixe, c'est le changement d'heure, le fameux changement d'heure. J'allais dire, c'est quasiment un marronnier 2 fois par an dans toutes les rédactions de tous les pays concernés, quel que soit le média. Oui, et ce changement d'heure, on le subit encore aujourd'hui et il va vraiment l'imposer parce que c'est son idée. Donc, il est élu président en 1974, en mai 74, et il va imposer son idée fin mars 1976. Et depuis, ce changement d'heure, ça se produit 2 fois par an avec les questions qu'on se posait déjà à l'époque. Est-ce que vraiment on fait des économies avec ce changement d'heure? Est-ce que c'est pas finalement aussi une violence, par exemple? Dans l'équilibre naturel, on sait bien que les vaches bretonnes subissent ce changement d'heure parce qu'elles sont sur un autre fuseau horaire et que donc il y a vraiment un problème pour elles. Elles doivent finalement être traites à 3 heures du matin. Et donc là, toutes ces réflexions-là n'ont pas encore abouti. En revanche, les réflexions par rapport à la voiture, par rapport au mode de déplacement, même au chauffage, etc., on a vu évidemment que... aujourd'hui, c'est un sujet qui est tous les jours dans l'actualité. Il faut attendre 25 ans, donc entre 1973 et 1996-97, pour qu'une nouvelle prise de conscience arrive. Et donc, dans l'intervalle, qu'est-ce qui se passe? En fait,
On fait parfois des journées sans voiture et puis en fait, le lundi, on refait la même chose qu'auparavant. On continue à changer d'heure, mais on n'est pas sûr que ça fonctionne ou que ça serve à quelque chose. Oui, et puis le parc automobile continue à se développer, les autoroutes aussi. Donc on n'a pas du tout pris la mesure de ce premier choc pétrolier, malgré le deuxième choc pétrolier qui a lieu au tout début des années 80 avec la crise de l'Iran. Rien n'y fait. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question, quand même, c'est tellement lent dans les mentalités pour prendre la mesure de ça. Mais c'est aussi, je crois, le fait qu'on ne veut pas voir la pénurie, la peur, cette panique que l'Europe a connue, on la met un peu sur le côté. Alors en 96, l'Islande, qui est un pays pionnier pour le développement durable, réinstaure la journée sans voiture de manière un peu, je dirais, comme ça, indépendante. Voilà, spontanée. Ils décident que pour eux, il est temps de changer de manière de faire. Alors en fait, c'est à ce moment-là que la journée sans voiture s'est à nouveau imposée en Europe, par l'Islande, quelque part. Oui, parce une ville va suivre l'Islande, c'est La Rochelle, en France. Et donc, tout à coup, ça revient un peu dans les esprits. Et l'Europe va décréter alors cette fameuse semaine de la mobilité avec le jour sans voiture, parce qu'ici, ce sera un jour fixe par an, le 22 septembre. Le problème, c'est que le 22 septembre 2000, qui est le moment où on implémente ça de manière européenne, et à Bruxelles, bien sûr aussi, c'est un vendredi. Donc, un vendredi, comment on fait pour aller travailler, pour aller à l'école? Bien sûr, il y a les transports en commun, mais enfin, tout le monde n'est pas relié aux transports en commun, surtout pas dans les périphéries ou à la campagne. Et parfois même dans les grandes villes où on sait que si les transports en commun étaient faciles partout, ça nous faciliterait fort la vie. Mais il y a une grosse différence pour Bruxelles, c'est qu'en 73, il n'y a pas de métro. Voilà. Le métro, il arrive en 76. Avec 16 stations à l'époque, 11 km de tronçon. Aujourd'hui, c'est plus de 40 km de tronçon, 65 stations. Donc on voit quand même que là, il y a eu un investissement des pouvoirs publics pour améliorer l'offre de transport en commun. Et donc, je le disais, en 2000, quand vous lisez la presse de l'époque, en fait, c'est le même esprit qu'en 73. C'est... En fait, ça embête tout le monde. À la côte, il n'y a personne le week-end parce que les gens n'ont pas pu prendre leur voiture. Dans les commerces, il n'y a personne qui vient. Donc, tout le monde râle, en fait, de nouveau en 2000, avec aussi quelque chose de particulier qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est qu'en fait, ce n'est pas sur l'ensemble du pays comme c'était en 73. C'est Bruxelles, et encore... Bruxelles, où les bourgmestres se sont mis d'accord pour un périmètre minimal. Alors, c'est un petit peu près des institutions européennes, un petit peu ici, dans le coin, là, Schaerbeek et Vert. Et puis, c'est tout, en fait. Et donc en fait, c'est un peu un alibi. C'est une tempête dans un verre d'eau, quoi. C'est un peu un alibi, mais ça montre, au fond, que cette journée sans voiture va s'installer de manière chaotique, mais finalement... durable à partir, je dirais, de 2015, parce que même s'il y a des semaines de la mobilité, les pays adhèrent ou n'adhèrent pas en fonction. Vous l'avez dit, regardez aujourd'hui en Belgique, c'est Bruxelles, 2 communes en Wallonie et 35 communes en Flandre. Mais ce qu'on voit aussi durant ces années, à partir des années 2000, c'est que en 2000, par exemple, il y a 2000 villes qui participent en Europe. Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus que 1000. Et ça fluctue un petit peu. Il y a des pays qui sont très impliqués. Et vous avez, par exemple, l'Autriche ou la Hongrie qui le font. L'Allemagne, curieusement, non. Ne fait pas de journée sans voiture. Oui, mais est-ce que l'Allemagne n'a pas aussi une espèce de lobby des industriels de l'automobile? On sait qu'il y a des très très grosses marques de véhicules en Allemagne, et on doit toujours aussi penser au poids des industriels et de l'économie par rapport à ce genre de projet, évidemment. Oui, surtout que les objectifs climatiques et la question du dérèglement climatique en 2000, on en parle, mais c'est les écolos qui en parlent, ou les gens qui sont sensibilisés à la nature, voilà. Mais ce n'est pas la majorité des personnes. Et donc, c'est vrai qu'il y a sans doute le lobby automobile, mais cela dit, l'Allemagne a développé de l'énergie renouvelable très, très vite. Donc, là, je voudrais revenir sur un autre pays qui est la Hollande. Oui. J'allais dire, parce que la Hollande, c'est effectivement un pays qui a une taille similaire au nôtre, qui est tout proche. Mais c'est un pays où le vélo est mis à l'honneur depuis toujours. Oui, c'est pas seulement une carte postale. Non, c'est mis à l'honneur depuis toujours, mais c'est surtout mis à l'honneur depuis
l'année qui précède le choc pétrolier. On est donc en 1972 et un journaliste qui s'appelle Peter Walker, il a une petite fille qui s'appelle Simone qui prend son vélo, parce que vous l'avez dit, en Hollande, le pays est plat, donc beaucoup de gens roulent à vélo, pour aller à l'école. Et elle se fait renverser, elle est morte sur le coup. Et ce journaliste, il mène une campagne pour qu'on arrête de mettre en danger ce qu'on appelle les personnes vulnérables sur la route, c'est-à-dire les cyclistes, les piétons, etc. Et sa campagne s'appelle Kindermoord, ça veut dire on tue des enfants. Il faut que ça s'arrête. Et donc, c'est une campagne qui a vraiment un impact très fort parce que non seulement on étale des vélos sur les routes pour montrer à quel point c'est dangereux la voiture, et il touche vraiment les gens avec son histoire et ça va inciter le pays à modifier vraiment la façon dont on utilise la voiture en Hollande. Et d'ailleurs, tu m'as donné l'un ou l'autre chiffre. Si dans nos pays, on utilise le vélo pour quelques pourcents, de façon insignifiante, quasiment un tiers des déplacements hollandais se font à vélo. Oui, et à ce moment-là, quand on est, nous, en 73 et qu'on râle, en fait, la Hollande, il y a 3 millions de véhicules immobilisés. Le gouvernement lie la question de l'énergie à la question de la sécurité des plus vulnérables et évidemment des enfants. Et en fait, ça va vraiment modifier la façon dont les Hollandais vont s'investir dans ce combat pour plus d'égalité aussi, parce que c'est quand même un problème d'égalité, l'accès à l'énergie, à la mobilité, et puis l'égalité devant les risques de la vie. Je veux dire, un accident mortel, voilà, c'est des familles détruites. Et en 40 ans, 30% des trajets aux Pays-Bas se font à vélo aujourd'hui. Donc pendant 40 ans, ils ont mis en place tout un système avec un développement de pistes cyclables, mais qui sont des pistes cyclables qui ne sont pas conjointes qui respectent et le cycliste, parce qu'elles sont protégées. Voilà. Et l'automobiliste a sa bande et le cycliste aussi. On commence à faire ça à Bruxelles, d'ailleurs, on le voit. Oui, donc chez nous, ça met plus de temps, mais on voit que aussi la limitation à 30 km/h qui diminue aussi, on l'a vu et on le sait, le nombre d'accidents mortels. Et donc aujourd'hui, en Hollande, avec cet investissement dans les pistes cyclables, mais aussi pour d'autres types de mobilité, eh bien, ils ont réussi à diminuer de 600 victimes par an le nombre de morts sur les routes. Donc c'est quand même, je veux dire, c'est pas qu'un enjeu énergétique et climatique, c'est aussi chacun a le droit de circuler et nos enfants les premiers et de circuler de manière sécurisée évidemment. Alors Sylvie, on va revenir évidemment sur cette journée sans voiture d'ici quelques instants après notre page de publicité. On verra un petit peu ce que c'est devenu aujourd'hui, chez nous aussi, où d'un seul coup, ça devient une espèce de super ambiance, surtout quand il fait beau. C'est Cause Toujours, c'est la matinale, on se retrouve après une page de publicité. Cause Toujours, c'est la matinale, on est dans notre première heure, un petit peu calme. Ça s'appelle Esprit. Ce matin, on parle histoire. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vous souhaite un excellent café, thé, etc. D'ici quelques instants, après le Flash Info de 9h, on parlera de boire, manger, voyager. On partira en Italie ce matin. Mais pour l'instant, on est dans l'actu. Mais on retrace l'histoire de l'actu. On parle de la journée sans voiture avec Sylvie Losberg. Sylvie, on est très content de t'avoir sur ce plateau. Et alors, on a retracé cette histoire depuis le milieu des années 50 avec un véritable impact en 73 avec la crise pétrolière. Et puis là, on se rapproche de notre époque. On a vu ce qui s'est passé en Hollande avec en 40 ans un vrai développement et une mise en avant d'une mobilité autour du vélo qui aujourd'hui assure 30% des déplacements des Hollandais. Absolument. Et chez nous, on essaye d'en prendre des bonnes pratiques. C'est un peu moins rapide. Mais on va voir aussi ce que donne cette journée sans voiture maintenant. Oui, donc je l'ai dit, en 73, c'est le pays tout entier. En 2000, c'est
un petit morceau de Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est Bruxelles, 35 communes en Flandre et 2 communes en Wallonie. Mais à Bruxelles, c'est 161 km² qui sont réservés à d'autres modes de déplacement. Tout à fait. Et de façon très sérieuse, parce que pour le coup, nous, on doit arriver jusqu'ici en studio et il fallait, dans l'ordre, bien demander si on souhaitait venir en voiture, des dérogations, sinon gérer sa mobilité douce et différente, et de façon très, très organisée, parce que pour le coup, il y a des contrôles toute la journée, et quelque part, c'est assez normal, en fait, sinon c'est un petit peu compliqué. Oui, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis que l'Europe a instauré la semaine de la mobilité, les régions ou les pays inscrivent des programmes qui leur correspondent. Donc en Wallonie, c'est un peu différent. On ne fait pas sans voiture, mais on privilégie d'autres modes de déplacement, on partage mieux l'espace public, on repense l'espace public. Donc c'est pas que la Wallonie ne fait rien, mais en tout cas, elle ne fait pas la journée sans voiture comme à Bruxelles. Bon, c'est aussi un peu normal parce que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Donc, comme l'Europe a édicté le 22 septembre, journée sans voiture... Nous devons être un modèle pour les autres. Oui, voilà, c'est un peu... Alors, c'était le 22 septembre, maintenant ça a bougé, et tant mieux, parce que si c'est quand c'est un vendredi ou un lundi, c'est quand même pas très pratique. C'est-à-dire qu'un dimanche qui mute 2 jours, c'est compliqué. Voilà. Alors, il y a un autre effet qu'on voit vraiment très clairement, c'est la baisse de la pollution sonore de 50%, de la pollution de l'air de 50 à 40%. Et puis, tu l'évoquais tout à l'heure aussi en prenant certains chiffres, une baisse des accidents. Bien sûr. Même si on sait que les accidents à vélo, la journée sans voiture, embarrassent parfois un peu les services d'urgence quand même. Oui, et malheureusement, lors de la première journée sans voiture, il y a un cycliste qui a été tué par un bus ici en Belgique. Ça, c'est pas de chance. Voilà, oui, c'est pas de chance. Et c'est vrai qu'il faut moduler les bus avec des gens qui courent sur les rues de façon un peu intempestive. Oui, parce qu'on oublie que sans voiture, ça n'est pas sans circulation. On a les transports en commun, on a effectivement les vélos. Aujourd'hui, on a tous ces éléments à roues qu'on ne connaissait pas autant à l'époque, avec les trottinettes, les monoroues, que sais-je encore. Et on doit surtout apprendre à réinstaurer de la civilité dans la pratique du déplacement. Et je rajouterais, pour être automobiliste, surtout, faisons attention les uns aux autres, mais en se respectant les uns les autres. C'est compliqué de voir un code de la route qui n'est pas respecté par certains et qui fait que on est souvent un peu énervé. Et c'est vraiment ça qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a compris qu'il faut partager l'espace public. Donc le tout à la voiture, on l'a vu, la Grand Place avec des voitures garées sur la Grand Place dans les années 60, ça n'existerait plus aujourd'hui. Ou alors on mettra des voitures exceptionnelles et des voitures pour présenter un petit show. Alors, on s'inscrit dans la semaine de la mobilité européenne. On le disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pays membres qui participent à cette journée sans voiture ? C'est fluctuant, comme je l'ai dit. C'est pas vraiment la journée sans voiture. Elle a un peu disparu dans la semaine de la mobilité. Par exemple, en France, il n'y avait plus de journée sans voiture, mais on faisait des semaines où on essayait de partager mieux l'espace public. Et en 2015, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a réinstauré la journée sans voiture. Et puis même un dimanche, le premier dimanche de chaque mois, les Champs-Élysées sont sans voiture. Et puis si vous vous promenez à Paris le week-end, il y a des tas de quartiers qui sont piétonnisés. Et donc on voit que dans les grandes villes, à Bruxelles aussi d'ailleurs, on a la piétonnisation. Donc ça veut dire qu'on développe aussi des infrastructures publiques qui vont dans le sens d'une pérennisation de ce partage de la route, des quartiers, pour ne plus que la voiture soit finalement la reine du jeu. C'est elle qui menait le jeu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, alors c'est des périodes où il faut évidemment aménager non seulement les infrastructures, mais comme vous l'avez dit aussi, que les mentalités prennent conscience de ce qui est en train de se passer pour nous, parce qu'on voit qu'il y a encore vraiment des risques, non seulement pour les bébés avec la pollution de l'air, pour l'ensemble des usagers, la pollution par le bruit est une pollution qui a un impact énorme sur la santé et évidemment la sécurité sur le trottoir, sur la rue
et dans l'espace public en général. Donc ce sont quand même, indépendamment de la question énergétique qui est au début de notre histoire, beaucoup d'autres enjeux qui sont aujourd'hui pris en compte. Oui, et puis alors on l'a vu au cours des différentes périodes de confinement qu'on vient de traverser, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que quand on ne pouvait pas rouler, quand on était enfermé à la maison, on retrouvait dans les villes les oiseaux, les animaux, l'air un peu plus pur et une espèce de réappropriation de l'espace public par certains qui n'étaient pas là. Et puis alors, sur ce qu'on vient de raconter, clairement, on va se projeter maintenant et aujourd'hui dans cette journée sans voiture à Bruxelles telle qu'on la vit actuellement, qui est en fait une journée extrêmement festive. Et pour le reste, sur tout ce qui est... les phases de mobilité. On peut aussi évidemment voir ça avec nos amis du magazine En Route qu'on retrouve régulièrement sur notre antenne, Cindy Legros et Michael Denut. Alors aujourd'hui, c'est festif et ça raconte quoi ? C'est festif, on le voit bien. Hein. Et vous parlez des animaux, c'est quand même intéressant de voir que les animaux reviennent aussi dans les espaces urbains. Oui. Et pour les usagers aujourd'hui, en tout cas à Bruxelles, c'est évident qu'on va tous se croiser sur les grandes artères. Oui. Hein, on a la chance à Bruxelles d'avoir d'énormes espaces verts qui sont vraiment en connexion directe avec la ville. Et je pense aussi, c'est très chouette, et on en a peu parlé pour les enfants, parce que c'est eux, évidemment, qui vont créer le monde de demain, et leur montrer qu'au fond, on peut faire autre chose autrement, tous ensemble, toutes générations confondues. Eh bien, pour moi, je pense que c'est vraiment ça le message qu'on doit porter aujourd'hui. Nous sommes d'une génération qui a connu le tout à la voiture et qui a eu des difficultés, comme je l'ai dit, à vraiment prendre la mesure de l'impact de ces déplacements automobiles, mais c'est la génération qui aujourd'hui va se promener, tous les jeunes et les enfants qui vont se promener aujourd'hui, que ce soit à vélo, à trottinette ou bien simplement à pied dans les bois, qui va pouvoir, je pense, pérenniser ce qui a mis quand même 50 ans à s'installer, c'est-à-dire un partage de l'espace public avec des modes de déplacement, des modes de consommation local, slow food, etc. Vous allez parler de nourriture dans quelques instants. Eh bien, ça fait partie de ce changement de paradigme qui est vraiment pour moi un changement de société majeur. Et il faut saluer la persévérance de ceux qui ont depuis le début essayé de faire changer les choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui voudrait qu'on en revienne à une situation comme c'était dans les années 70. Et puis alors, si on veut parler des enfants ou des jeunes générations, je trouve qu'ils ont parfois, et souvent, beaucoup de sagesse par rapport à ce tout à la voiture. On voit qu'ils sont beaucoup moins demandeurs d'une voiture jeune, alors que nous, on l'était. Il y en a moins qui passent leur permis. Je suis assez bien placée pour le savoir. Et je crois que toi aussi. Et on a surtout des jeunes pour qui la multimodalité est une évidence, quoi. Oui, et puis je pense que le permis de conduire, auparavant, on avait 18 ans, on passait son permis de conduire, quoi. Aujourd'hui, c'est plus du tout une priorité. Voilà. Et donc ça montre quand même que ça va aussi avec, évidemment, le développement des infrastructures. Les transports en commun à Bruxelles n'ont rien à voir aujourd'hui avec ce que c'était dans les années 70, ça je peux vous le dire. Moi, je roulais déjà à vélo parce qu'il n'y avait pas moyen d'aller avec le tram jusqu'à l'université. Donc, je crois que c'est vraiment la conjonction de toutes ces énergies, avec aussi des coups d'accélérateur, comme on a vu le piétonnier, par exemple, qui a fait beaucoup parler de lui. C'était peut-être pas optimal la façon dont ça a été mis en place, mais enfin, c'était nécessaire et aujourd'hui, tout le monde en profite. Et c'est pareil, je pense, pour les pistes cyclables, la limitation de la vitesse à 30 km/h. Paris aussi est à 30 km/h et pour y aller très fréquemment, je peux vous dire que ça change quand même l'atmosphère, quoi, voilà. C'est plus paisible. Et on a toujours les gens qui râlent, qui grognent un peu pour certains, mais on va prendre l'habitude et on va rentrer dans cette nouvelle ère d'une mobilité différente, même si on peut rester, comme moi, et je sais que ça n'est pas toujours bien, très attaché à sa voiture, mais en roulant peut-être moins vite et un peu différemment. Sylvie, merci d'être venue dans cette heure esprit. Grand plaisir, avec ta casquette d'historienne nous parler de la journée sans voiture.
On parlera la prochaine fois que tu viens d'Allemagne? Oui, nous serons le 3 octobre et ce sera la date de la réunification de l'Allemagne. Et ben voilà, une date à décrypter, une date à célébrer, une date à raconter. C'est Cause Toujours, c'est la matinale. Dans quelques instants, le Flash Info avec Jody Beau. Et puis boire, manger, voyager. Aujourd'hui, nous serons en Italie avec deux Giovanni qui arrivent avec moi en plateau d'ici quelques instants. Et puis ensuite, Incorporé Sano, on est avec vous jusqu'à 11h. À tout de suite.